Stéphane Bern, Secret d'histoire. Louis XVI, l'Odyssée de la bague. À l'instar de certains héros, il arrive parfois que des objets connaissent un destin hors du commun, aux frontières du romanesque. C'est le cas de la bague de Louis XVI, autrement appelée bague de Fersen, du nom du comte suédois auquel il l'offrit en quittant Paris pour Varennes en 1791. Elle réapparaîtra à plusieurs reprises dans l'histoire, avant de disparaître aussi soudainement et mystérieusement dans les archives du ministère français des Affaires étrangères, en attendant qu'elle refasse surface, un jour prochain. Un nom revient, en première ligne, lorsqu'on évoque la fuite à Varennes du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette et de toute la famille royale. Axel de Fersen. Il est tout à la fois le confident, l'organisateur, le messager qui correspond avec le marquis de Bouillé, commandant de l'armée de l'Est, que le souverain veut rejoindre pour sortir de Paris et du palais des Tuileries, où sa liberté d'action est entravée. Mieux, Fersen prépare minutieusement l'évasion de la famille royale. Il fournit les moyens matériels, et notamment la berline de voyage. Il fait tout cela, comme il l'écrit à son père, pour le salut du roi et surtout de la reine. Il est vrai que Fersen passe depuis de nombreuses années pour être l'amant de Marie-Antoinette, dont il est, en tout cas, profondément amoureux. C'est lui aussi qui, déguisé en cocher, conduit le fiacre qui enlève les enfants de France et leur gouvernante, Madame Tourzel, pour les conduire des Tuileries jusqu'au point de rendez-vous, rue de l'Échelle, où arrivent dans la nuit le roi, sa sœur Élisabeth et la reine. Fersen conduit ensuite la famille royale à l'octroi de la barrière Saint-Martin, au-delà duquel attend la grosse berline de voyage. C'est la nuit la plus courte de l'année. Nous sommes le 21 juin 1791. Le retard s'accumule déjà, l'angoisse aussi avec la peur d'être reconnu. Il est 3 heures passées lorsque la grosse berline verte et jaune des souverains, en fuite, fait irruption dans la cour du relais de Bondy. Afin de rester incognito, les fugitifs royaux se font passer pour les domestiques d'une prétendue Madame de Corfe, en route pour un voyage d'agrément vers l'Est. Tandis qu'on change les chevaux, Fersen demande au souverain de lui permettre d'accompagner le petit groupe jusqu'à Montmédy, où sont censés attendre les troupes loyalistes de Bouillé. Mais Louis XVI, bien que reconnaissant aux Suédois de son dévouement, est peu soucieux de poursuivre sous l'escorte d'un homme qu'il ne peut s'empêcher de regarder comme son rival. Il décline donc et, embrassant Fersen avec effusion de cœur, lui remet, touchant hommage, la grosse bague en or qu'il portait à l'annulaire. Déjà l'équipage s'ébranle vers Varennes et vers son destin. « Adieu, Madame de Corfe !» crie Fersen, la gorge nouée. Il serre dans sa main le discret présent du roi avant de poursuivre sa route vers la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, l'actuelle Belgique, et de retrouver le comte de Provence, frère du roi, à Mons. Certains historiens ont évoqué le sceau royal confié à Fersen. Il s'agissait en fait d'une bague sur laquelle était montée une intaille en grenat, représentant une Diane chasseresse. Qu'est devenu ensuite ce bijou? L'érudit Jean Pastureau nous apprend que, 3 ans plus tard, après l'exécution du roi et celle de la reine, Fersen aurait confié la précieuse bague au duc de Brunswick, le vaincu de Valmy, dans l'espoir qu'il pourrait la remettre à l'orphelin du Temple, Louis XVII pour les royalistes, dont la disparition en 1795 serait bientôt sujette à caution. Le chef prussien échoua dans sa mission, mais il conserva la bague. En France, la Révolution refluait, faisant place au consulat, puis à l'Empire. En Suède, le fidèle Fersen devait périr en 1810, écharpé par une foule qui le soupçonnait sans preuve d'un crime d'État contre le prince héritier nouvellement élu, Christian Auguste d'Augustenbourg. Quant au duc de Brunswick, il était mort depuis 4 ans. Cependant, le vœu de Fersen demeurait comme une dette d'honneur dans sa maison, et des années plus tard, quand un certain Charles-Guillaume Naundorff, sorti des limbes, affirma qu'il était l'enfant du Temple, les héritiers Brunswick, convaincus de sa bonne foi, lui remirent solennellement l'intaille royale. En dépit de ses efforts, Naundorff devait mourir en 1845, sans avoir pu faire reconnaître en France son éventuelle ascendance royale. Sa veuve et ses enfants ne s'avouèrent pas vaincus pour autant. En 1850, ils intentaient même un procès en reconnaissance. Leur défenseur, le républicain Jules Favre, constitua en leur faveur un dossier solide, quoique insuffisant aux yeux des juges. Empli néanmoins de gratitude à l'égard de l'avocat, ses clients lui offrent alors, présent royal, la bague dite de Fersen. C'est alors que ce grenat gravé d'une Diane chasseresse quitte la petite histoire pour entrer dans la grande. Voici le récit qu'en fait l'historien Franck Ferrand. Lorsqu'après l'effondrement de Sedan en septembre 1870, se constitue à Paris
un gouvernement de défense nationale, le portefeuille des affaires étrangères échoua à Jules Favre, qui négocie à ce titre avec Bismarck les conditions d'un armistice. Or, le soir du 26 janvier 1871, au moment de signer à Versailles ce document si décrié, Jules Favre se rend compte, acte manqué, qu'il a omis de se munir des sceaux de France. À l'invitation du chancelier de fer, il accepte alors d'enfoncer dans la cire chaude du traité l'intaille de Naundorf. L'histoire authentique nous est racontée du reste par un témoin de la scène, le comte d'Hérisson, dans son livre Le cabinet noir. Le gendre de Jules Favre, Valten, confiera ce précieux sceau au ministère des Affaires étrangères. L'histoire, déjà peu ordinaire, pourrait s'arrêter là. Seulement, elle va connaître encore un incroyable rebondissement. En effet, près d'un demi-siècle plus tard, au matin du 28 juin 1919, sur le chemin qui le conduit au château de Versailles pour la signature du célèbre traité de paix, Clémenceau ordonne à son chauffeur un détour par le quai d'Orsay, où la bague est conservée. Or, c'est bien la Diane de Jules Favre qui va figurer en mince relief sur le sceau du petit père La Victoire. Pour autant, un doute subsiste, entretenu par Clémenceau lui-même, qui, en réponse à une lettre adressée par Louis Campion, directeur de la Légitimité, revue naundorfiste, affirma en 1926 qu'il avait offert en 1924 au maire de Versailles, pour le musée Houdon, une bague de forme ovale, allongée, représentant une Diane chasseresse, en précisant qu'il ne l'avait pas utilisée pour signer le traité de Versailles en 1919. Clémenceau affirme au contraire qu'il avait utilisé son cachet, qui était le moulage d'une pièce athénienne représentant un hibou, et qui se trouve aujourd'hui au musée Clémenceau. Étrange escamotage et ultime pirouette, il existe bien aux archives du ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay, un dossier concernant la bague de Fersen, autrement appelée bague de Naundorf, qui fut celle du roi Louis XVI. Les conservateurs ne l'ouvrent qu'avec embarras. La bague avec laquelle furent scellés 2 traités de paix controversés ne ressemble en rien au cachet de cire. Au lieu d'une entaille en grenat représentant une Diane chasseresse, on trouve dans le dossier une pâle imitation représentant une Bellone, déesse guerrière. Qu'est-il advenu de l'original? Nul ne saurait le dire. Peut-être réapparaîtra-t-elle un jour, quand les circonstances lui en paraîtront dignes. D'autant que certains affirment qu'une princesse l'aurait récemment achetée lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Mais comment expliquer qu'elle ait disparu du quai d'Orsay et qu'elle puisse être vendue aux enchères? Dans cette affaire, les autorités gardent un silence aussi embarrassé qu'énigmatique.